Nous sommes contents de vous savoir aussi nombreux sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, c'est les rendez-vous quotidiens. C'est lui, bien sûr, consacré au décryptage des actualités sur votre chaîne des prédilections. Aujourd'hui, nous faisons un point sur cette coopération annoncée entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, une coopération militaire axée bien sûr sur une formation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va intervenir, ou disons, comment est-ce que les Américains vont aussi intervenir pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo? Tout ceci, mesdames et messieurs, c'est la suite de l'accord conclu le 27 juin 2025 aux États-Unis entre la RDC et les Rwanda. C'est vrai, c'est pas la seule partie qui est concernée par les minéraux, mais toute la RDC doit aussi recevoir cette paix, enfin de songer à une coopération avec les Américains. Alors pour y arriver, pour justement obtenir une paix durable, cela ne se limite pas seulement à la signature d'un accord plutôt avec les Rwandais, comme c'est le cas fin juin 2025, mais aussi, mesdames et messieurs, les renforcements en termes de capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que les Américains vont faire? Est-ce que les Américains vont venir, s'il y a des accrochages, et agir aux côtés des forces armées de la RDC sur terrain, ou soit ça sera une coopération militaire indirecte? Mesdames et messieurs, nous allons vous apporter des réponses, parce qu'on a scruté aussi les différents documents, on a scruté aussi les différentes révélations données par un commandant des forces donc de l'armée américaine basé en Afrique, qui a donné quelques précisions par rapport à cette coopération. On le disait depuis très longtemps, mais on n'avait pas aussi beaucoup de précisions quant à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'y revenir, mesdames et messieurs, avec quelques détails. Alors, les Américains, tout d'abord, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, ils vont intervenir de manière indirecte. Donc, les États-Unis privilégient une approche indirecte et un soutien ciblé au système de défense congolais. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui va être fait? Voilà, on peut donc vous assurer aujourd'hui d'abord que c'est tout ceci, mesdames et messieurs, c'est les résultats aussi d'un accord de paix, parce que les Américains ont joué un grand rôle entre la RDC et les Rwandais. Alors, si les Américains affichent clairement leur intérêt pour les ressources minières de la République démocratique du Congo, il faut dire aussi qu'ils écartent toutefois toute idée d'un déploiement des troupes au sol. Donc, ils ne vont pas intervenir militairement avec des opérations terrestres. Ça, c'est ce qui est plutôt écarté pour le moment. Mais la position américaine repose sur trois convictions. D'abord, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, et comme vous le savez, perçue comme extrêmement complexe, car elle mêle les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques. Quand on parle des acteurs étatiques, c'est beaucoup plus les pays, quand la RDC est en froid avec les Rwandais. Il y a aussi les acteurs non étatiques, donc les groupes armés qui menacent aussi la stabilité régionale. Ensuite, Washington estime que ces conflits ne peuvent pas être réglés uniquement par des moyens militaires. Donc, c'est pas seulement l'option militaire qui doit apporter des solutions à cette crise. Voilà pourquoi il y a eu l'implication des Américains pour une solution aussi diplomatique. Enfin, il y a aussi la paix qui ne peut pas aussi être imposée de l'extérieur. Voilà pourquoi il faut associer les acteurs régionaux comme ça s'est fait. Mais ça doit donc émerger d'un processus régional soutenu par une pression internationale cohérente. C'est ce qui a été fait, comme vous l'avez certainement observé, une pression des Américains pour que la mise en œuvre de l'accord de paix signé fin juin 2025 à Washington soit aussi appliquée. Alors,
Il y a aussi, comme je le disais, une pression qui est imposée de l'extérieur, mais cette pression doit émerger d'un processus régional soutenu par une pression internationale cohérente. C'est ce qu'a rappelé, voilà, la semaine en cours, John Brennan, numéro 2 de l'Africom. L'Africom, c'est le commandement militaire américain basé en Afrique. Alors, sur le terrain, comme je le disais, les Américains sont en train donc de privilégier beaucoup plus une approche indirecte et un soutien ciblé au système de défense congolais. Ils misent sur la formation. Là, ce sont les Américains. Ils visent donc sur la formation, la coordination et la professionnalisation des forces armées de la RDC plutôt que sur une intervention militaire. Alors, des échanges techniques pourront donc intervenir. D'ailleurs, ce sont des échanges qui ont déjà eu lieu sur la gestion des ressources humaines, mais également la chaîne des commandements, la gestion des ressources humaines. On parle aussi du droit international humanitaire ou encore la lutte contre les groupes armés transfrontaliers. Voilà donc les domaines dans lesquels les Américains vont intervenir. Les domaines sur lesquels cette coopération va s'articuler. Et c'est justement la formation d'abord des forces armées de la RDC, mais également le respect des droits humains. Il y a aussi la lutte contre les groupes armés qui sont actifs le long des frontières, soit de la République démocratique du Congo et d'autres pays, parce que la guerre, ou disons la porosité des frontières de la République démocratique du Congo n'est pas seulement avec le Rwanda. Il y a aussi cette porosité qui est visible avec l'Angola, avec la Zambie, avec le Congo-Brazzaville, avec la Centrafrique. Donc, ce sont tous ces pays, même le Sud-Soudan. Donc, la RDC, avec tous ses 9 voisins presque, connaît une porosité de ses frontières. Donc, toute la République démocratique du Congo avec sa superficie, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les frontières ne sont pas aussi bien sécurisées. Les voisins entrent comme ils veulent et ils sortent comme ils veulent. Voilà pourquoi il faut donc mettre en place un système de défense très adéquat. Et les Américains sont donc engagés pour accompagner la République démocratique du Congo dans ce sens. Et il faut préciser, ils ne le font pas gratuitement. Parce qu'ils vont aussi avoir accès aux minéraux de la République démocratique du Congo. En échange, la RDC doit bénéficier aussi économiquement. C'est là où on n'a pas assez de précision, c'est que gagne la RDC, mais également sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, la RDC doit tirer quelques profits de cette coopération. Alors, un autre axe de travail, justement avec cette coopération RDC-États-Unis, porte aussi le renforcement de la coopération militaire régionale. Là, c'est l'aspect régional, notamment avec les pays voisins de la République démocratique du Congo. Donc, on va faire cette affaire, c'est pas la RDC et les États-Unis seuls. On va associer encore tous ces 9 voisins. Les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, la Tanzanie, on a aussi la Zambie, l'Angola, les Congo-Brazzaville, la Centrafrique, mais également les Sud-Soudan. Donc, tous ces pays aussi vont participer à cette coopération. Donc, on va renforcer la coopération militaire régionale. Est-ce qu'on va mettre en place un mécanisme encore conjoint ou comment ça va se faire? Mais on comprend que les Américains vont tout faire pour superviser ceci. Et dans les faits, mesdames et messieurs, la présence américaine suit les priorités économiques. Donc, il y a aussi les priorités économiques. Washington attend sécuriser ses investissements. Donc, s'ils veulent investir, s'ils viennent pour investir en RDC, ils le sont censés aussi se rassurer qu'il y a une bonne sécurité. Et on a tous compris, la RDC à elle, celle, voilà, comme pays, comme État, aujourd'hui montre des limites pour assurer sa propre sécurité. Il faut le dire. Voilà pourquoi les pays sont en train de recourir aux expertises étrangères, au-delà des expertises étrangères, même cette coopération en termes diplomatiques pour voir comment est-ce qu'on peut trouver la solution. Alors, est-ce que c'est de manière durable ou soit c'est pour calmer un tout petit peu la situation en attendant à ce que les pays puissent s'organiser. Et l'organisation passe aussi par une coopération. Voilà pourquoi on voit les Américains
collaborer avec la République démocratique du Congo. Et c'est sincère, on peut tout simplement rester optimiste quant à ça. Alors, par rapport à cette coopération aussi économique, Washington qui attend donc sécuriser ses investissements, en particulier autour du corridor de Lobito. C'est le corridor de Lobito qui traverse la RDC et l'Angola. Rappelez-vous, Joe Biden, l'ancien président américain, avant de terminer son mandat, lui-même s'était investi pour l'accord avec les projets plutôt sur les corridors de Lobito. C'est entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Il y a aussi une partie qui touche la Zambie. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment est-ce que les choses se passent. Là, c'est au niveau de la partie sud de la République démocratique du Congo que cet aspect intervient. Alors, il y a aussi les projets à non profonde des bananes, comme on le disait. Tout ceci, les Américains veulent à ce qu'ils aient accès facile à toutes ces ressources minières dont dispose la République démocratique du Congo. Ce sont des milliards que les Américains sont en train de mettre en jeu pour l'effectivité aussi de ces projets. Les corridors de Lobito, comme je l'ai dit, qui traversent la République démocratique du Congo et l'Angola. Il y a aussi la Zambie qui est concernée. Alors l'objectif est de renforcer donc la capacité des forces locales à protéger ces infrastructures clés. Donc les Américains ne vont pas venir avec leurs troupes pour venir sécuriser tous ces investissements, toutes ces infrastructures, mais plutôt ils vont appuyer les forces armées en présence, que ce soit pour la RDC, l'Angola et d'autres pays, afin d'éviter les dérapages. C'est ce que les Américains sont en train de vouloir faire dans toutes ces zones. Alors, est-ce que ça va aussi être très effectif, mesdames et messieurs? Quand on met l'argent, les Américains, je ne les vois pas aussi, quand ils sont en train d'investir, de mettre les moyens, enfin aussi de perdre tout ce qu'ils sont en train de mettre comme investissement. C'est illogique, voilà pourquoi ils sont impliqués et prêts à tout pour que leur projet ne tombe pas dans l'eau. Alors, à ce stade, mesdames et messieurs, il faut donc être aussi précis. La coopération militaire entre les États-Unis et la République démocratique du Congo reste tout de même limitée. Voilà pourquoi il faut renforcer. Surtout, si l'on compare à d'autres pays en Afrique, parce qu'il y a des pays avec lesquels les États-Unis ont des coopérations militaires beaucoup plus avancées, les Kenya et d'autres pays. Alors, par exemple, comme on peut les voir, il y a déjà une coopération avancée avec l'Angola. L'Angola qui vient donc d'intégrer ce qu'on appelle les State Partnership Programme. Voilà, c'est en tout cas une structure mise en place par les Américains avec beaucoup de pays qui sont impliqués. L'Angola, comme vous pouvez le constater, voisin de la République démocratique du Congo. Il y a aussi les Kenya et d'autres pays toujours en Afrique. Donc, c'est un dispositif de coopération directe avec une garde plutôt nationale américaine. Voilà donc. Il y a aussi la même coopération en Somalie où les Américains sont en train de former même les unités spéciales somaliennes en fournissant un appui quotidien et participent activement à la lutte contre les Al-Shabaab, mais également l'État islamique. Et pourtant en RDC, il y a aussi l'État islamique qui a ses alliés, les EDF, qui se revendiquent être alliés à l'État islamique. Donc les Américains doivent jeter un œil aussi doivent avoir un œil très regardant sur tout ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo. L'État islamique, c'est pas seulement au Kenya, c'est pas seulement en Somalie, même en RDC. Et je ne vois pas les Américains investir dans la partie au niveau des Beni, même aussi des Lituri, mettre de l'argent sans pour autant se rassurer qu'il y a une bonne sécurité. Donc, allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que les choses sont en train de bouger. Cette coopération ne doit pas aussi nous flouer les yeux. Pour dire, comme les Américains vont venir nous aider, vont venir nous former, que la République démocratique du Congo cesse aussi de mettre les nécessaires pour une bonne capacitation de ses troupes. Les forces armées de la République démocratique du Congo, je l'ai dit, ont montré beaucoup de lacunes, beaucoup
d'insuffisance. Alors, il faut combler tous ces vides, mesdames et messieurs. Et ces vides doivent d'abord être comblés par un engagement direct de l'État congolais. L'État congolais doit s'investir dans le système pour un bon système plutôt de défense de la République démocratique du Congo. C'est vrai, les Américains vont venir, mais quand même que nous aussi, nous puissions montrer notre bonne foi. Parce que si les Américains viennent, c'est vrai, ils investissent leur argent. Ils mettent tout en jeu. Et puis, nous, on va dire comme les Américains mettent tout en jeu, ils ne peuvent pas accepter de perdre leur investissement. C'est pas l'idée qu'on doit avoir en tête. Avec ou sans les Américains, la RDC est appelée à avoir un système de défense beaucoup plus dissuasif. Tous ces pays voisins qui veulent mettre aussi, faire du mal, disons, à la République démocratique du Congo. Ces pays voisins qui entrent, qui traversent les frontières de la RDC comme ils veulent et rentrent comme ils veulent, tout ceci doit s'arrêter. Et ça passe par une armée dissuasive. Parce que les forces armées, ce sont les forces de défense. Tout d'abord, ce sont les forces de défense qui sont censées protéger l'intégrité territoriale de la RDC. On ne peut pas tout simplement dire protéger l'intégrité territoriale de la RDC sans pour autant passer aux actes beaucoup plus concrets sur terrain. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir à ce niveau. Alors, c'est dans un contexte aussi où la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington, parce que ça fait déjà un mois, mesdames et messieurs, que cet accord avait été conclu. Alors, où en est-on avec la mise en œuvre? Il y a déjà des réunions qui ont eu lieu cette semaine entre la République démocratique du Congo. En temps, je vais vous donner tous les détails, mesdames et messieurs. Donc, il y a la RDC, il y a le Rwanda, les États-Unis et d'autres organisations sous-régionales qui interviennent. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a d'abord un texte de la déclaration qui a été publié. Voilà, il y a un communiqué, voilà, publié par les Américains. Je crois on peut déjà, avec si on parle le même langage avec la technique, vous projetez ces communiqués où toutes les parties, bien sûr, sont en train de travailler sur la mise en place, ou disons la mise en œuvre d'une voilà, la mise en œuvre, voilà, de l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington. Alors, c'est d'abord une déclaration qui a été publiée, voilà, cette déclaration que vous pouvez suivre directement, que vous pouvez voir en image, qui a été publiée par le gouvernement des États-Unis, de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda, de l'État du Qatar, de la première réunion, donc c'est une déclaration de la première réunion du comité de surveillance conjoint qui s'est tenu cette semaine à Washington, donc les États-Unis, aux États-Unis plutôt, et c'est pour voir où en est-on avec l'accord de paix de Washington. Hier, jeudi 31 juillet 2025, des représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des observateurs des États-Unis, de l'État du Qatar et de la République du Togo, les Togo qui participent en tant que facilitateurs de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine ont tenu la première réunion du comité conjoint de supervision de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui a été donc signé, comme vous le savez, le 27 juin dernier à Washington, aux États-Unis. Alors, le comité mixte de surveillance est donc chargé de servir des forums pour la mise en œuvre et les règlements des différents relatifs à l'accord de paix. Il est chargé de recevoir les plaintes concernant les violations de l'accord, mais également prendre des mesures appropriées pour remédier aux violations et de régler les différends à l'amiable. Alors, au cours il faut le dire, au cours de la première réunion, les partis ont choisi leur président pour les comités. Il y a donc des comités qui ont été... il y a un comité, c'est pas plusieurs comités, un seul comité qui a été mis en place, donc, et les partis ont choisi donc
les responsables de ces comités, mais également adopter les termes des références pour régir les futures réunions du comité, discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord et préparer la première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Alors, l'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont participé à ces discussions afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les efforts les efforts de mise en œuvre, voilà, et les initiatives qui sont donc en cours visant à instaurer un dialogue et une paix durable dans la région. Alors, la République démocratique du Congo et les Rwandais ont tous exprimé les reconnaissances pour les contributions inestimables et les efforts conjoints de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la recherche d'une solution pacifique. Voilà en gros, mesdames et messieurs, la réunion qui s'est tenue hier, et c'est donc pour se rassurer d'une mise en œuvre aussi effective de l'accord de paix de Washington signé le 27 juin dernier. Alors, déjà, les choses, les Américains sont en train de pousser à ce que les choses aillent aussi vite. Et c'est ce qu'il faut tout de même retenir pour cette semaine. À Doha, là aussi, mesdames et messieurs, les choses semblent un tout petit peu... Voilà, je ne peux pas dire que les choses sont à l'arrêt, mais il n'y a pas des avancées aussi très palpables, mais plutôt ce sont donc les exigences des uns et des autres qui font à ce que les choses semblent un tout petit peu planer, mais bon, on va donc observer ce que ça va donner pour la semaine prochaine, parce que rappelez-vous, mesdames et messieurs, de cette date tant attendue pour la signature de l'accord de paix de Doha, et là c'est entre le gouvernement de la RDC et la FCM 23. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Voilà, on vient de vous donner un tout petit peu quelques détails, hein, voilà, de cette coopération militaire RDC États-Unis, une coopération qui n'est pas axée sur l'intervention des troupes de l'armée américaine sur les sols, mais plutôt une coopération à distance où on peut former, on peut voir une formation des forces armées, mais également, donc c'est une formation qui va intervenir dans plusieurs secteurs. C'est pas seulement les FARDC, mais également sur le plan régional avec d'autres pays qui interviennent dans les différents mécanismes d'épée, mais aussi une coopération économique qui doit aussi être bien garantie, mais précédée d'abord par une bonne sécurité. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour ces décryptages sur WAB Info Télévision. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci. Voilà pourquoi nous vous appelons encore à vous abonner massivement. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche des notifications. Et là, vous serez en train de recevoir toutes nos productions en temps réel. Commentez, partagez. C'est une bonne nouvelle, peut-on le dire ainsi. Alors, qu'est-ce que vous avez comme avis de cette coopération RDC-États-Unis? Nous allons vous lire en commentaire, car vous serez toujours nombreux, comme toujours, en train de vous mobiliser pour placer vos commentaires. Et là, on va vous lire tout simplement. Merci et bonne suite du temps chez vous, accompagné de votre chaîne WAB Info Télévision.